Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il est 19 heures. Nous allons démarrer ce soir le webinaire sur les perspectives 2025 avec mon invité qui ce soir donc est Marc Daguerre. Bonsoir Marc. Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde, bonne année tout le monde. Bonne année en effet à toutes et à tous. Alors justement, en ce début d'année, c'est l'occasion avec Marc de faire le point sur les marchés, sur ce qui s'est passé sur l'année 2024, ce qui va nous permettre donc d'enchaîner sur les perspectives donc de l'année à venir. Il y a pas mal d'événements, hein, notamment là très prochainement avec l'arrivée de Donald Trump donc aux manettes. Du côté des États-Unis, mais vous verrez qu'il y a également pas mal d'autres choses à surveiller. C'est ce on va voir en détail avec Marc. Alors avant de démarrer, je vais simplement vous poser la question, si vous pouvez me répondre dans le chat, est-ce que en termes d'image et de son, tout est OK? Et puis on démarrera donc rapidement. Alors, OK. Eh ben, a priori, tout est bon. Merci pour vos réactions dans le chat. Bien sûr, lors de cette présentation, vous pourrez poser vos questions via le chat et puis je me chargerai de les reprendre et de les transmettre à Marc au fur et à mesure donc de la présentation. Donc rapidement, rapidement, on voit le sommaire ensemble. Donc, alors, un message d'avertissement classique hein, sur les risques liés au trading. Voilà, je vous laisse à l'écran quelques secondes rapidement pour les gens habitués à suivre nos webinaires régulièrement. Le message reste identique. IG en quelques mots. Bon, là aussi, on va passer rapidement. Nous sommes toujours cotés à la Bourse de Londres. Plus de 380 000 clients à travers le monde, leader mondial de l'investissement. Aujourd'hui, un peu plus de 50 ans d'expérience dans le trading et nous sommes présents donc depuis 2007, depuis octobre 2007 précisément, donc à Paris. Alors les objectifs, ou plutôt le sommaire hein, de cette présentation, nous allons refaire un point avec Marc sur les indices majeurs, donc on va parler du CAC, nous allons parler également du DAX, mais on s'intéressera à ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, notamment sur le Dow, le Nasdaq également, peut-être aussi un peu de S&P. On parlera matières premières avec l'or et le pétrole. On fera un focus rapide sur, du côté des devises sur l'euro-dollar. Et puis on terminera cette séance sur ce qui fait pas mal l'actualité là, depuis quelques semaines. On parlera donc crypto-monnaie et plus particulièrement du Bitcoin. On y va, Marc? Tu es prêt? Je suis toujours prêt. Super. Eh ben on va démarrer. Alors je vais te mettre à l'écran donc le résumé. D'ailleurs, c'est un résumé que tu as établi, donc que tu connais bien, Oui. sur le bilan 2024. Alors du côté du vieux continent, donc CAC 40, Eurostox, DAX 40 et 100. Donc n'hésite pas bien sûr à prendre la main quand tu en as besoin pour partager tes écrans, notamment sur les graphiques. Alors qu'est-ce qu'on Oui. peut dire de cette année Ah, écoulée sur la majorité des indices bah européens, notamment du CAC, parce là, que déjà, on voit que le là, CAC il y a... finit en baisse hein, sur Ouais, l'année. ouais. Et puis voilà. Je te laisse la main et détailler. Alors, oui, effectivement, la chose qu'on peut dire et qui est la plus flagrante, c'est que on voit que le DAX, pardon, que le CAC est le seul indice qui a terminé dans le rouge parmi les indices majeurs cette année 2024. Donc ça, c'est quand même assez remarquable, entre guillemets, bien sûr, dans le sens où c'est quand même assez rare qu'il y ait un indice comme ça qui se décorrèle à ce point des autres. En général, les indices, au moins européens, vont plus ou moins main dans la main. Là, pour le coup, ça n'a pas du tout été le cas. Autre chose, on voit non seulement ce point-là, mais on voit aussi le grand écart qu'on a eu entre le CAC et le DAX. Alors, on pourrait dire presque entre la France et l'Allemagne d'un point de vue boursier, mais on voit effectivement que au moment où on est nous à -2, ils sont à quasiment 19, donc il y a quasiment 20% de delta entre l'évolution de l'Allemagne et de la France sur l'année 2024. Alors après les explications, il y en a une majoritairement, c'est ce qui s'est passé un peu dans le chamboulement politique qu'il y a eu, puisqu'en fait, à partir de ce moment-là, des élections, c'est à ce moment-là que le CAC a décroché
plus que le reste de l'Europe. Et il n'a pas réussi à se ressaisir, voilà, contrairement aux autres indices qui ont continué. Bon, le DAX avait quand même une très belle année. C'est le seul indice qui, en performance, réussit à rivaliser un tout petit peu avec les États-Unis, en fait. Alors, Marc, je me permets de te couper par rapport Oui, à cette performance donc négative. Est-ce oui. qu'il y a des valeurs qui sortent un petit peu du lot, que ce soit d'ailleurs du côté des tops ou des flops? Ah, alors oui, bien sûr, il y a des valeurs qui sortent du lot, heureusement d'ailleurs. Alors du côté, alors, il y a une chose quand même assez, enfin, étonnante, que moi j'ai trouvé relativement surprenante, puisque j'ai regardé justement le tableau des performances 2024 sur les valeurs du CAC, que j'ai comparé également un petit peu à 2023 pour voir comment ça se passait. Et je m'y attendais pas, hein, parce que comme ça de tête, tu m'aurais demandé, j'aurais dit non, je sais pas. Mais la valeur qui a augmenté le plus en 2023 et qui a augmenté le plus si on tient compte de 2023 et de 2024 en France, c'est, tu ne trouveras pas, c'est Accor en fait. Donc Accor a passé deux très belles années. C'est pas une boîte dont on parle beaucoup, peut-être pas assez. En tout cas, ça fait pas partie des majors, ni en termes de volume traité, ni en termes d'ailleurs de popularité. Pourtant, c'est la valeur qui a le mieux tenu cette année avec un gain de 40% environ sur l'année. Voilà, alors derrière, on a des boîtes comme très solides, comme Schneider, Safran par exemple, qui sont au-dessus des 30, et Silor également, dans le top 5. Et on a le petit intrus, entre guillemets, c'est Renault. Renault qui a passé une belle année aussi là. Autre fait remarquable, c'est que on a, si tu veux, dans le top 5 des hausses, on a Renault avec plus 33% environ. Et dans le top 5 des baisses, on a Stellantis avec moins 35-36%. Donc c'est là pour le coup, le gap entre deux valeurs d'un même secteur est aussi assez fort. À noter quand même que Stellantis était le leader l'année dernière du CAC avec un gain de 73%, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qu'on peut effectivement remarquer un petit peu. Après, dans les queues de J'ai mis à peloton, l'écran, hein, j'ai mis à l'écran justement les tops et les flops oui, que tu avais réalisés dans ton étude de cette année. Tiens, j'ai une petite question, c'est concernant oui, Accor. En effet, oui, on a une performance de 40% sur l'année. oui. Est-ce que c'est une revanche post-Covid? Est-ce que c'est du fondamental? Est-ce que c'est plutôt du technique? Est-ce que tu Alors, as une explication c'est par rapport justement à cette hausse? c'est difficile de dire que la hausse, que la raison est technique. La raison, pour moi, enfin, une raison, c'est pas, on peut pas dire oui, bah, Accor est monté parce que techniquement il devait monter. En revanche, techniquement, on pourrait le voir si tu veux, il y a effectivement un trend haussier dé- délimité par l'analyse technique. Maintenant, je pense d'un point de vue fonda, même si je m'intéresse pas énormément au fonda, je pense que c'est une boîte qui est en train de monter pas mal. Je pense qu'elle est bien aussi gérée. Je pense que le COMEX, tout ça, c'est des gens qui font des choses pas mal. Ils ont aussi repris toute la gamme Sofitel en retravaillant derrière, donc l'hôtellerie un petit peu. La gamme Sofitel, c'est leur gamme de luxe un petit peu, si tu veux. Je crois que c'est Sofitel, Novotel, Oui, la Mercure, marque premium, marque premium du Ibis, comme ça, groupe. voilà. Donc, je pense aussi qu'ils ont fait cet effort-là. Maintenant, tu as sans doute raison qu'il y a un effet après Covid, mais, euh, mais je ne pense pas que ce soit l'élément principal de la hausse de ce groupe-là, en fait. Et du côté des flops, STM, qu'est-ce qui explique justement cette baisse de 45% sur l'année? Alors, Est-ce alors qu'il y a une ouais, raison en particulier? ça c'est effectivement assez violent. Alors, je pense que, personnellement, je pense qu'ils n'ont pas réussi pour l'instant à prendre le virage qu'il fallait prendre, notamment pour développer leur productivité en termes d'IA, parce que maintenant, l'IA, si tu veux, c'est quelque chose qui, donc l'intelligence artificielle, qui commence à être très sérieusement prise en compte. Bon, on a vu Nvidia, bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Sur le Nasdaq, tu as des boîtes comme AppLovin et Palantir qui ont pris respectivement 700% et 350%, donc même devant Nvidia et essentiellement par les développements qu'ils ont pu mettre en place à travers l'IA. Donc moi, je pense qu'STM a souffert entre autres de ça. Après, sur le marché des semi-conducteurs, on n'était pas au top non plus cette année. Et puis, tu me parlais du technique. Bah, techniquement, là, STM était rentré dans une phase de correction qui, a priori,
ne devrait pas être terminé, hein, sans écarter peut-être un rebond intermédiaire, mais en gros, Mm. je suis pas sûr qu'on soit déjà sur les plus bas sur ce titre-là. Et puis évidemment, il y a le fameux gap maintenant qu'il y a dans. Enfin, on parlait du secteur du luxe, hein, tu sais, sur le CAC, on disait le CAC, Ouais. maintenant c'est le luxe. Effectivement, mais on a une boîte qui est totalement voilà, hors du jeu maintenant, c'est Kering, qui vient de passer 2-3 années catastrophiques et qui continue de plonger. Donc, il ne fera plus partie définitivement pour l'instant en tout cas, justement de ce groupe luxe qui est censé tirer un peu le CAC ou tenir le CAC, voilà, et qui est aujourd'hui plus sur le duo LVMH Hermès et plus du tout sur le trio qu'on pouvait avoir avant. Alors justement, Marc, est-ce qu'on peut reprendre le graphique du CAC 40 pour Oui. Donc, justement tu veux que je poser partage mon le écran? côté technique? Oui, en effet, si tu peux partager ton écran, Je peux faire ça. qu'on puisse donc voir, jeter un rapide coup d'œil sur l'année 2024 et selon toi, quelles sont les perspectives justement à venir sur l'année 2025? À quoi faut-il s'attendre Alors, sur le CAC 40? déjà, là, ce qu'on voit sur l'écran, on voit plusieurs choses. D'un point de vue technique, hein, j'entends bien. De toute façon, c'est un graphique, donc forcément, c'est technique. On voit d'abord que on a quand même sur une majorité d'indices des canaux de long terme assez larges. Donc, plus c'est large, plus c'est cohérent. Et là, on voit que le CAC est inscrit dans un canal. Maintenant, ceux qui me diraient, et je comprends tout à fait, oui, mais alors vous êtes gentil, mais le bas du canal, ça passe pas par beaucoup de points, etc. Ils n'ont pas forcément tort, hein. Mais aujourd'hui, à la limite, on s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le bas du canal. Donc, on n'y est pas, heureusement. On est plutôt sur le haut. Et quand on regarde le haut du canal, en revanche, on voit que la borne supérieure, elle a vraiment arrêté les cours à de nombreuses reprises depuis ici, là, voilà. Donc là, je vais vous montrer comme ça. Voilà, ici un petit peu, ici, là aussi en janvier, et puis paf, cette année, à 2 reprises, on est venu buter sur le même niveau. Bon, déjà, ça nous indique que on a quand même, dans l'analyse technique, des moyens de trouver des zones, des points, des supports, des résistances qui sont cohérents. Alors du coup, là, le CAC, lui, il est rentré effectivement dans une phase corrective. Si tu veux qu'on regarde alors le début, voilà, je vais mettre mon curseur sur le début de l'année. Voilà, là on est sur le début de l'année, ici, à ce niveau-là. Donc on voit que le CAC, à part au tout début d'année, où il a bien démarré l'année, à partir de mai, donc Oui, là, même pas on parle de. Je tiens juste à oui, apporter une précision. oui, On parle bien de oui, l'année 2024, hein. Quand tu dis on a oui, démarré l'année, en effet, on a démarré l'année 2024. oui, tout à fait. C'est pas 2025, 2025, hein. Oui, oui, puisqu'on est on est en graphique une semaine, hein, oui, tout à graphique fait. hebdomadaire. Donc en Ouais. effet, là, on parle bien de 2024. Oui, tout à fait. En fait, en gros, voilà, 2024, c'est là, hein. Voilà, pardon, j'ai pas pris le mot. Voilà, 2024 sur le CAC, c'est là. Voilà, en gros, on est à peu près là. Donc, ah non, pardon, j'ai été trop loin là. D'ailleurs, je me Ouais. disais, c'est bizarre parce que, voilà, en fait, on est là sur le CAC en 2024. Donc, on voit effectivement que on a clôturé un peu plus bas que l'ouverture. Bon, à 2%, hein, c'est pas énorme, mais ça reste une année qui est quasiment flat. Puis la correction qu'on a là, elle est quand même un peu plus, pour l'instant, un peu plus inquiétante que celle qu'on peut avoir par ailleurs. Si tu veux qu'on regarde par exemple le DAX, sur le DAX, on voit qu'on a quand même, voilà, on a quand même un graphique qui est beaucoup plus, qui semble beaucoup plus solide que ce qu'on a sur le CAC. La seule question qu'on pourrait se poser, éventuellement, même si je t'avoue que je ne crois pas énormément, c'est que parfois on parle de rattrapage, c'est-à-dire que quand on voit qu'on est globalement sur un secteur ou là sur des indices, parfois on pense que les indices qui ont plus de retard ont tendance à avoir un potentiel de rattrapage que les autres n'auraient pas. Bon, le souci, c'est que depuis que le CAC a été décorrélé, donc ça fait un petit moment, bah, à Mm. aucun moment il y a eu une entame de rattrapage d'aucune sorte que ce soit. Donc, je pense qu'il va falloir rester prudent. En tout cas sur l'indice français, encore pour l'instant, il n'y a pas encore de gros signaux très positifs pour se dire que on a peut-être des chances de repartir. Alors justement, parce que là, en effet, on est quand même dans une situation quand même assez incertaine.
Notamment du point de vue également politique, parce qu'on est toujours un peu dans le flou entre guillemets artistique. Est-ce que Tout à fait. justement le côté politique garde toujours je dirais, un impact important sur l'évolution du CAC 40? Alors, ce qui s'est passé cette année, pour moi, était quand même assez particulier parce que j'ai remarqué quand même, moi, dans j'allais dire, les catalyseurs de marché, j'ai remarqué que ça faisait un moment que tout ce qui était politique ou macro-politique, j'allais dire, n'avait plus vraiment beaucoup d'impact. On a pu le voir à de nombreuses reprises sur de nombreux exemples différents. Là, je pense que ce qui a un peu fait ce tremblement de terre, c'est que le programme économique du RN faisait peur à l'ensemble de la communauté européenne dans un premier temps. Donc Donc on je a eu pense que malgré c'est tout un impact voilà, oui, lié à la oui, politique. Ouais. là totalement. Alors là en France totalement. Et c'est assez rare justement, je trouve, pour être souligné, parce que des événements entre guillemets politiques, on en a eu déjà régulièrement. Ouais. C'est pas pour autant que ça a généré des soubresauts qui ont été aussi révélateurs que cette année en fait. Le marché est devenu très résilient à beaucoup d'égards. Ça, je l'ai très souvent dit parce que quand on me dit oui, mais alors ça monte, ça peut pas monter jusqu'au ciel. Non, ça ne peut pas monter jusqu'au ciel en soi, mais ça peut monter pendant très longtemps. La hausse sur les indices européens est beaucoup plus poussive. Là, quand on regarde le CAC 40, par exemple, on voit que c'est beaucoup plus poussif. On a quand même des phases de correction qui sont quand même assez violentes par rapport même si on voit globalement que ça monte. Mais maintenant, si on regarde par exemple n'importe quel indice américain, prenons le S&P, on voit que sur le S&P, la hausse est beaucoup moins poussive sur la même durée. Oui, c'est Donc, beaucoup plus franc. ah oui, mais de toute façon, aux États-Unis, on va le voir, c'est toujours beaucoup plus franc. Mais là, pour le coup, depuis le temps, si tu veux, moi, je me souviens de nombreuses fois où on me disait, je sais pas, en 2018, en 2019, on me disait, oui, mais là, on est quand même très haut, ça ne peut pas continuer de monter. Bah voilà, là, on est en 2025 déjà, et on est encore au plus haut sur les indices américains. Alors, pour revenir sur la France, et on Oui. terminera là-dessus pour la France, on fait quoi sur 2025? On reste attentiste, on attend des signaux de hausse, des signaux de baisse. Est-ce que le marché va latéraliser, graphiquement Alors, parlant, par exemple? moi, je pense que, alors, ça dépend si tu parles du CAC 40 uniquement ou si tu parles de la France en général. Je pense que sur le CAC, il faut rester très prudent. Euh, il faut voir aussi, malgré tout, s'il ne peut pas se faire tirer par le reste du groupe. Hein. Ça, pour le coup, je ne peux pas le dire tout de suite. Parce que je pense que maintenant, l'élément de décorrélation, il est pour l'instant derrière nous. Mais le retard qui a été pris n'a toujours pas été rattrapé. Maintenant, ce qu'il faut faire, si on veut rester sur la France, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce que nous on appelle, alors c'est très intéressant, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, mais c'est faire du stock picking, c'est-à-dire essayer de voir valeur par valeur lesquelles pourraient se démarquer. Est-ce que par exemple, ce qui pourrait être plutôt un bon signe pour le CAC, mais est-ce qu'on ne serait pas arrivé quand même en fin de correction sur des valeurs très, tu vois, euh, puissantes, je vais dire, comme voilà, Hermès, tu vois, par exemple, Hermès, si Hmm. tu regardes le graphe d'Hermès que j'ai resserré là volontairement sur du long terme, c'est-à-dire depuis les années 90, on voit que c'est une valeur qui est quand même extrêmement solide. Quand tu regardes un graphique comme ça et que je te dis, bah, tu vois, il y a eu des périodes de crise, tu te dis, ouais, bah, je les vois pas là, les périodes de crise. Oui, sur le Je long vois pas, terme, c'est lissé. je vois pas, voilà, je vois pas la crise des dot-com de 2000, je vois pas vraiment la crise de subprime de 2007-2008, je vois pas énormément non plus le Covid. Donc forcément, sur ces Hmm. valeurs-là, on sait globalement que c'est des valeurs très solides et qu'on n'a pas énormément de raisons j'allais dire, se péter la figure. Bon, sur LVMH, on a effectivement eu une correction plus importante dans le fameux crack de 2000, mais globalement, encore une fois, on voit que c'est une valeur solide qui tient. Et puis techniquement, on arrive sur des niveaux qui commencent à être intéressants sur ces valeurs-là. Donc, je pense effectivement qu'en faisant ce qu'on appelle donc comme ça du stock picking, en essayant d'aller voir les valeurs qui nous semblent peut-être avoir une solidité un peu plus ferme que d'autres ou que même le CAC, on peut effectivement intervenir de cette façon-là. Maintenant, Donc si Hermès, ça peut être une ouais, bonne période pour faire ses courses en quelque sorte. oui, alors voilà, oui, alors attention,
Attention quand même sur quelle valeur. Moi, il y a des valeurs sur lesquelles j'irai jamais faire mes courses. Je sais pas, bon, je sais pas. Enfin, Oh, j'ai oh. envie de dire faire ses courses sur des valeurs solides qui ont un peu morflé là sur. Oui, ouais, oui, ou alors sur des valeurs qui commencent un petit peu à montrer des signes de reprise, ce qui n'est De pas le cas reprise. de nombreuses valeurs. Mais globalement, oui, je pense qu'en se démarquant comme ça, on peut effectivement observer des, euh, des titres qui peuvent un peu tirer leur épingle du jeu. Euh, voilà, moi je fais régulièrement un tableau où je prends toutes les valeurs du CAC et j'essaie de donner un sentiment. Normalement, je le fais sur une durée de moyen terme. Là, on a fait exceptionnellement, comme on a ressorti une revue, si tu veux, totalement sur l'année 2024. Donc, on a proposé justement ce tableau sur une vision beaucoup plus long terme. Bon, évidemment, c'est très difficile de se plonger sur une année, de se plonger sur une année, mais on a quand même tenté de dire, bah voilà, des boîtes qui nous semblent bon, on peut les voir ici. Hein, en gros, ça c'est notre tableau, c'est un peu le tableau de cohérence. Donc voilà, on a mis ici, dans cette colonne-là, des valeurs qui nous semblent peut-être encore intéressantes à acheter, ou alors des valeurs sur lesquelles on a plutôt un biais haussier. Voilà. Et ce tableau est fait de la façon suivante. On a ici les pondérations des entreprises, parce que chaque entreprise du CAC ne pèse pas évidemment le même poids à l'intérieur du CAC. Donc c'est sûr que si on a le top 5 qui monte, bah, on va quand même tirer le CAC vers le haut. Et ici, on a mis notre sentiment, et là, on a mis un score en fait. Donc en fonction de la pondération, bah, on va multiplier, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on est aussi sur LVMH, donc on a 10% de hausse sur le CAC. Quand on est à l'achat, on multiplie par 2. Quand on est à la vente, on multiplie par 2 aussi. Et puis à la fin, hop, ça calcule tout ça, et puis ça nous donne un indice de cohérence. Voilà, donc tu vois que là, sur 2025, par exemple, on a fait le tableau sur 2025, on est juste à 55% de hausse sur le CAC. C'est pas non Ouais. plus extraordinaire, même si ça reste quand même positif. C'est pas non plus voilà, le truc D'où, où on se dit, bon, d'où bah, l'importance en effet d'adopter plutôt un comportement prudent sur le CAC et les valeurs françaises. Marc, je voulais simplement là oui, pour continuer sur les indices. Tout à l'heure, tu as parlé de l'indice allemand, enfin tu as montré oui, l'indice DAX. oui, Avant d'aller dessus, là tu utilises ProRealTime, hein. Donc ProRealTime, c'est une plateforme graphique. Je rappelle qu'elle est oui, disponible hein, également chez IG. Vous pouvez trader donc directement dessus, en plus de la plateforme classique. On propose également TradingView. Bon ici là tu utilises ProRealTime. Donc oui, je voulais oui, que tu ailles sur le DAX parce qu'il y a une question qui oui, revient souvent actuellement chez d'accord. IG. Parce qu'on est sur des journées records hein, sur le DAX. On a vu le graphique Mmh, tout à l'heure qui est tout le temps orienté vers le haut. On a vu que le DAX a oui. une performance plus qu'honorable sur l'année 2024. Souvent, la question qu'on a de la part des clients, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce Ah, que ça va continuer ou est-ce qu'à un moment, ça va sur finir par craquer? ah oui, donc c'est intéressant. Vous avez cette question sur le DAX, en fait. Sur le DAX, oui, exactement. Oui, parce que D'accord. c'est un des indices les plus tradés aujourd'hui par les clients européens, hein, puisque c'est l'indice Oui, d'ailleurs le oui, bah plus tradé en Europe. je pense que c'est l'indice le plus tradé en Europe. Hein, oui, 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 effectivement, bien le sûr. DAX. Ouais, devant le CAC et Et, l'Eurostoxx. Oui. Bah et, écoute, de- et depuis oui. qu'on a dépassé à nouveau donc les 20 000 points, c'est est-ce qu'on va continuer à évoluer au-dessus des 20 000 points ou est-ce qu'il faut s'attendre à une grosse correction Oui, alors sur dépasser l'année? 20 000 points, ouais, on les a à peine dépassés pour l'instant. Alors, déjà, il faut savoir une chose quand même. Sur le DAX, c'est le seul indice qui est ce qu'on appelle en total return, c'est-à-dire que c'est le seul indice dans lequel les dividendes sont directement réinvestis. Bon, ce qui fait que, graphiquement, ce n'est pas tout à fait la même façon de le lire. Pourtant, nous, ce qui nous intéresse d'un point de vue technique, c'est uniquement le graphique en soi. Qu'importe ce genre d'explication, qu'importe n'importe quelle donnée qu'on pourra avoir, même fondamentale. Maintenant, moi, euh, à, sur une vue de long terme, je ne vois pas le DAX s'arrêter, même d'un point de vue technique, sur l'enchaînement des hausses et ce qu'on appelle nous les décomptes aussi, puisqu'on fait des décomptes en Elliott, donc des comptes de vagues. Là, depuis le point bas du Covid, on est uniquement dans ce qu'on appelle une vague 3. C'est-à-dire que tu as une vague 1 ici, une correction, puis là on est dans la vague donc 1, 2, puis là on est dans la vague 3. Donc déjà, la vague 3, c'est souvent la plus impulsive. Donc on voit que pour l'instant, elle est à peu près de la même taille que la 1, voire un peu en dessous. Et puis, qui dit vague 3, dit que derrière, pour nous, vague 4, 5. Alors, effectivement, ça reste
de l'Elliott. Et l'Elliott, c'est pas toujours, il n'y a pas de magie de toute façon. Moi, je vais pas vous donner une réponse magique. Je vais vous donner une réponse d'après ce que mon expérience me dit et depuis que je regarde des graphiques, ce que je pense pouvoir être effectivement intéressant. Tu vois ici, par exemple, si je pars de là, j'avais bien 1, 2, 3, 4, 5 vagues ici avant d'avoir la grosse correction du Covid. Donc là, je suis dans une 1, 2, 3. J'ai pas de raison pour l'instant d'envisager une forte correction tout de suite sur l'indice allemand. Il y a eu aussi le dépassement de cette droite de résistance, tu vois, qui a capé les plus hauts. Et ça, c'est pas mal aussi. On est venu s'appuyer dessus une fois qu'on est passé au-dessus. Donc pour moi, là, sur le DAX, je reste positif en fait. Ok. Alors, jusqu'où si vous donnez des niveaux à tes clients, déjà, on peut revenir sur le haut du canal intermédiaire ici. Donc, c'est déjà autour des 24, allez, pas loin des 25 000. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura encore 5 000 points à prendre. Euh, rien ne dit que ça ne le fera pas, hein. Ok, ok. Donc, on peut envisager une continuation donc de cette tendance haussière sur 2025. On passe du côté US. Oui. Je vais reprendre la main pour partager les performances du côté américain. Donc, je vous mets à l'écran. Donc, sur les US, alors là, on est dans le vert hein, partout, que ce soit du Mhm. côté du S&P, du côté du Nasdaq, du Dow. Donc avec le S&P plus un peu plus de 23%, le Nasdaq Composite plus 28%, le Nasdaq 100 24%, un peu moins sur le Dow plus 12%. Oui. Oui. Alors là aussi, qu'est-ce qui fait que cette année ça a boosté comme ça? Trump Euh, uniquement ou d'autres choses? non, pas Trump uniquement, parce que ça avait boosté déjà avant Trump. Si on Ok. regarde les indices américains, tu vois, le premier semestre, on a quand même du 14, du 16, du 18, et on a même un premier semestre qui était plus fort, à part sur le dos, bon, ça c'est intéressant, que le second semestre. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une vraie solidité du marché américain, on va pas se mentir. On a une politique de la Fed qui a quand même réussi, malgré tout, même si elle n'était pas toujours ultra accommodante, mais qui a réussi quand même à maintenir l'inflation sans que ça devienne un véritable problème. On a, et on le voit de toute façon, tu vois, quand tu vois la performance du Dow, par exemple, comparé aux autres indices, on a quand même une décorrélation dans le sens où la tech tire énormément les indices US vers le haut. Comme je t'ai dit, quand C'est tu ce vois, qu'on voit à l'écran, hein, justement, voilà. avec Mais Nvidia, alors, Broadcom, oui, Netflix, ouais, Walmart. alors, ce qui est intéressant là, sur ce que tu montes là, que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le top 5 du S&P, parce que là tu es sur le S&P, donc le S&P, on rappelle, c'est l'indice majeur qui est sans doute peut-être le plus suivi, alors pas forcément le plus traité, mais en tout cas le plus suivi Le parce plus que suivi, en ça effet, regroupe, qui donne vraiment la température des marchés, hein. il regroupe 500 des plus grosses entreprises américaines. Donc globalement, oui, c'est quand même le Dow Jones, c'est un indice, j'allais dire empirique, mais il regroupe que 30 valeurs, même si c'est des grosses valeurs, hein, forcément. Et le Nasdaq, lui, alors sur le Nasdaq 100, on est à 100 valeurs, sur le Nasdaq Composite, on est pas loin des 2000. Bon. Mais dans le S&P, là, dans le top 5, on a quoi? On a 4 valeurs qui sont dans le Nasdaq, en fait. On a 4 valeurs, entre guillemets, plutôt techno, dont certaines complètement. On a Nvidia, on a Broadcom, Netflix et Meta. Donc ça veut bien dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand même le marché, le secteur de la tech qui, en plus avec tout ce qui est en train de se passer, cette espèce d'euphorie permanente, maintenant on est passé à l'IA, donc c'est ça, je pense, qui fait la solidité du marché. Et c'est aussi ça parfois qui fait un peu la décorrélation avec le Dow Jones, qui lui, pour le coup, étant pas du tout un indice tech, même s'il y a quelques valeurs tech dans le Dow Jones, est un indice qui monte moins que les autres. Alors, en gros, sur les États-Unis, ce qui est assez fréquent, c'est que quand tu es dans des années de hausse, en fait, en valeur absolue, c'est toujours le Nasdaq qui est leader, même si là, c'est intéressant de voir que le S&P est quand même très proche. Et, Ouais, euh, et c'est toujours le Dow Jones qui est le dernier, à la en termes de troisième. valeur absolue, hein. Ça veut dire que dans les années haussières, tu vas souvent avoir, voire quasiment tout le temps, DAX 1, S&P 2, Dow Jones 3. Dans les années baissières, en revanche, tu vas avoir un dos qui lui va être plus résilient et donc tu vas avoir en gros un dos en 1
un S&P en 2 et un Nasdaq en 3. Bon, on l'a vu, hein, on l'a vu en 2022, on le voit à chaque fois qu'on a des années. Voilà. Donc, je pense que si tu regardes de façon quasi empirique le trio annuel, tu vas voir régulièrement ça en fait. Alors côté graphique, Marc, Oui. si on fait la même chose que sur l'Europe, Alors, on commence on par quoi? regarde Bah, celui que tu veux. On peut prendre le on peut dos, regarder les celui qui a. trois, hein. Ouais, Bah, on peut regarder le dos si tu veux d'abord. Alors, voilà, donc celui là, on qui a a le le dos. moins performé entre guillemets. Oui. Oui, alors, entre guillemets, comme tu dis, parce que quand Ouais, bien même ça a moins performé, bon, bah, tu regardes, tu n'as pas vraiment l'impression que. Bon, faut pas aussi oublier que le dos, de par le fait qu'il ait 30 valeurs et non pas une centaine, voire une cinquantaine de valeurs, et des valeurs quand même, parfois un peu, qu'on appelle des valeurs un peu solides, que ce soit comme Valmart, par exemple, qui est le des valeurs de leader. fonds de portefeuille en quelque sorte. Donc, c'est forcément un indice qui va être moins volatile. Donc c'est plus difficile pour le dos de prendre 20% que pour le Nasdaq, où tu vas avoir des valeurs comme Nvidia, etc., qui sont très volatiles. Donc, ça explique aussi un petit peu le décalage qu'il peut y avoir entre cet indice et les autres. Mais on Alors voit, comme vas-y, hein, tu dis, ouais, pardon, ouais, j'allais on dire, voit je de te toute. laisse partager ton écran. Ah, pardon, oui, j'avais pas vu, Ouais. j'étais en train de parler comme si c'était déjà partagé, mais tu avais repris la main. Voilà. Donc oui, donc là j'étais sur le dos, oui, donc comme je te disais, on voit quand même que graphiquement, il n'y a pas énormément d'inquiétude. On voit encore que sur du long terme, on est inscrit dans une forme de canal haussier, comme sur l'ensemble des indices d'ailleurs. Et là encore, quand bien même la borne inférieure n'est pas très solide, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'y est pas en fait. Le jour où on reviendrait dans ces niveaux, on n'y est pas, peut-être qu'on n'y sera pas avant très longtemps. Bon, en revanche, la borne supérieure, elle, on voit qu'à nouveau, comme le CAC, je l'ai ici, j'ai mis un encadré gris pour qu'on voit un peu plus le nombre de fois on est venu buter sur cette zone. Ici, on est venu rebuter un petit peu aussi. Et là aussi, à nouveau. Bon, on n'y est pas encore. Donc, on peut déjà espérer dans un premier temps qu'on y revienne. Et là, au moment où on y reviendrait, effectivement, ça sera peut-être plus le moment de se poser la question. Là encore, contrairement à certains de mes confrères, hein, parce que j'ai fait d'autres interventions, des plateaux avec des gens qui parlaient de la finance comme moi je suis pas encore inquiet sur la tendance des indices, même si on entend à gauche à droite que ça pourrait commencer. Donc, ça fait très longtemps Même, que. même par rapport à la politique des Oui. taux, puisque Bah, en fait, si tu veux, bah, la politique des taux, ça fait un moment. Alors, il y a eu juste l'année 2022, où là, effectivement, on a eu une année plus difficile à cause surtout de l'inflation. Donc forcément, les taux ont suivi derrière. Pour autant, enfin, moi, j'ai jamais perçu quelque chose qui soit suffisamment inquiétant pour me dire que je vais commencer à lâcher la tendance haussière que je peux avoir sur des indices très résilients. Euh, à moins qu'on rentre vraiment dans une situation comme on pouvait l'avoir eu en 2022, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Il va falloir voir aussi ce que l'événement Trump va faire. Comment, comme tu l'as dit tout à l'heure, comment est-ce que ça va se passer une fois qu'il sera aux manettes, véritablement. Euh, il avait quand même été, d'un point de vue éco, lors de son premier mandat, il avait plutôt été assez positif d'un point de vue de la bourse, hein. Il avait un petit peu agité aussi j'allais dire enfin, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, euh, c'était c'était le premier président Twitter à tweeter régulièrement, et les tweets de Trump à l'époque étaient des catalyseurs de marché assez fréquents, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc il va falloir également voir ce que lui va faire, et voir oui, aussi si encore il une est de fois. retour, il est de retour en effet sur Twitter, puisqu'à l'époque il avait été banni, il avait fini par être banni après son mandat. Oui, mais là, là vu les rapports qu'il a avec Elon Musk, je peux Bien te dire sûr. qu'il n'est pas il est pas vraiment prêt d'en ressortir, oui. Donc oui, donc ça aussi, ça va être un élément à prendre en compte, et à voir de quelle manière ça va pouvoir éventuellement, encore une fois, réussir à tenir le marché. Moi, je regarde, tu vois, là ici, je regarde le Nasdaq. J'ai j'ai pas vraiment envie de me dire que voilà, que ça peut retomber, ou encore une fois, peut-être au moins jusqu'à l'arrivée sur la borne supérieure du canal, qui est encore une fois là, tu vois, la borne supérieure, encore une fois, comme on l'a vu sur le CAC, comme on l'a vu sur le Dow Jones, on a quand même une borne supérieure qui est quand même assez forte. Euh, voilà, la question, est-ce que moi je ne vois pas personnellement, je ne vois pas Donald Trump laisser
que ce soit Ouais, la le Fed, marché les coulé. taux, etc. Ouais, je pense qu'il est tellement nationaliste, c'est tellement l'Amérique, qu'il fera tout ce qu'il pourra pour faire en sorte que ça tienne encore. Tu vois, même ici, sur le S&P, de la même façon, on a cette même borne supérieure qui est quand même assez forte et assez révélatrice. Alors si on regarde si on jette un œil rapide sur le S&P 500 avant de passer Oui, sur l'eurodoll. ben on y est là. Donc, donc c'est exactement ça. C'est encore une fois le canal haussier à l'intérieur duquel on est. On n'est pas encore sur la bande supérieure. J'ai pas encore, là, j'ai pas vraiment d'éléments qui viendraient me perturber mon trend en tout cas sur le plus long terme. Maintenant, te dire qu'il va pas y avoir une correction là en début d'année, ça, non, je Mm. n'irai pas jusque là. Il peut tout à fait y avoir une vague corrective, mais je ne pense pas que ça soit euh, ça soit les prémices d'une baisse plus pérenne. Je ne pense pas qu'on ait une année 2025 baissière. Je, Ok, je, je, je pense qu'on pourrait avoir une correction plutôt, intermédiaire, mais je ne pense pas qu'on ait une année 2025 baissière. plutôt confiant donc sur une continuation de la hausse sur les indices américains, avec Oui, néanmoins peut-être des épisodes de correction tout à fait oui, normaux oui, c'est ça. Ouais. sur les marchés financiers et qui sont salutaires, qui permettent en effet de continuer sur des marchés haussiers. On jette un œil maintenant. Alors j'avais dit l'euro-dollar. On va d'abord passer sur les commodities, sur la D'accord. partie or et sur la partie pétrole. Alors je vais simplement repartager mon écran avec les performances donc sur l'année écoulée, l'année 2024. Voilà, donc sur le gold, on a une performance de 27%, sur le silver donc 21%, le pétrole moins 3%. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce que là aussi, est-ce que sur l'or, on va aller toucher les 3000 $ l'once? Et est-ce que le pétrole, parce Alors, que j'ai vu qu'il y a eu des annonces là sur le pétrole très récemment, est-ce que le pétrole va repartir à la hausse? d'abord sur l'or. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'or? Alors, je pourrais, si on a le temps, te montrer un graphique très Vas- parlant de Vas-y, plus long tu terme. peux reprendre la main Ah oui, pardon, et présenter un graphique. j'oublie à chaque fois que j'ai plus la main. Oui. Alors, je reprends la main dans un premier temps. Voilà. Alors, rapidement, parce que je sais qu'on a quand même qu'une heure et que si Il on nous veut reste laisser le temps 23 pour poser minutes. quelques questions. Oui, justement. Alors bon, je vais pas faire je veux pas présenter ça parce on va essayer de gagner du temps. Sur l'or, à plus court terme entre guillemets. Moi, j'allais vous montrer un graphique de très long terme parce que je voulais faire dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parfois, c'est-à-dire l'or c'est une valeur refuge. C'est vrai, d'accord, j'ai jamais dit le contraire, mais pensez que dans ce cas-là, quand l'or monte, les indices baissent et quand les indices baissent, l'or monte, ça non, c'est absolument pas ce que ça veut dire. La preuve, comme tu l'as dit, là, tu as annoncé la performance de l'or cette année, elle est dans les clous avec ce ce qu'ont fait le Nasdaq et le S&P. Sur l'or, en revanche, il y a une chose là, technique, qui est pour nous très parlante, c'est ça. Ce qu'on a ici, que j'ai mis en bleu ici, qu'on va voir d'un peu plus près, c'est quoi ça? C'est, d'un point de vue technique, quelque chose de très révélateur. On a eu quoi? On a identifié ici une zone de résistance majeure. Quand on dit majeure, c'est vraiment une zone sur laquelle l'or a buté à de nombreuses reprises entre 2020 ici et avant d'en sortir ici 2024. Donc pendant 4 ans, l'once d'or n'a pas réussi à s'affranchir de cette zone qui était autour des 2100 dollars l'once. Et justement, là, courant 2024, à peu près au début 2024, l'or s'est affranchi de cette résistance. Pour nous, d'un Pourquoi? point de vue technique, c'est un signal très haussier. Quand on identifie des zones comme ça très fortes en analyse technique, on a deux façons de les traiter. D'abord, on les prend, tant qu'on est en dessous, on les gère comme des résistances. Donc quand on se rapproche de ce niveau-là, on fait attention, on s'allège, on éventuellement se positionne à la baisse, etc. Et le jour où, à l'inverse, on les dépasse, là, pour le coup, on peut repasser haussier ou en tout cas acheteur avec assez confortablement. Et on voit effectivement que l'impulsion qu'il y a eu en sortant de ce qu'on appelle nous une boîte ici, que je vous ai mise en bleu, a été telle qu'on a atteint des niveaux. Voilà. Donc le premier objectif en général
qu'on doit observer, c'est le report de la largeur de la boîte ou du canal, voilà, à la sortie du canal. Bon, là, on voit que c'est un objectif qui a été atteint. Bon, on est même allé un petit peu plus haut et pour l'instant, on est en train de respirer un petit peu. Je continue de penser qu'il y a un potentiel de hausse sur l'or qui n'est pas du tout encore atteint, parce que si on regarde l'amplitude de la hausse qu'on avait avant l'entrée dans la boîte, elle est quand même plus conséquente que ce qu'on a là. Et je pense que sur l'or, on va pouvoir encore avoir une année assez haussière, avec des petites phases correctives intermédiaires, mais pour le coup, moi, je vois pas grand-chose d'extrêmement violent. Voilà. Je pense que le début d'année va être un peu difficile quand même, mais je pense qu'en cours de peut-être deuxième trimestre, je pense qu'on pourrait déjà avoir digéré la temporisation que les marchés Ouais, peuvent marquer dans un donc premier temps. plutôt une vision haussière sur l'or en 2025. Oui. Si on Donc on regarde regarde du le côté, pétrole. ouais, du pétrole. Mm. Alors le pétrole, c'est sans doute un des actifs les plus délicats à gérer. Et techniquement, même si on va voir qu'il y a des situations techniques qui marchent quand même très très bien, hein, et fondamentalement parce que le pétrole est quand même un actif qui est sujet à énormément d'éléments fondamentaux extérieurs, que ce soit des éléments géopolitiques par exemple, forcément quand on a des troubles par exemple dans des pays comme le Moyen-Orient, ou même des troubles impliquant des pays comme la Russie, etc. Il y a ça, il y a la politique de l'OPEP en soi, il y a aussi les ententes même au sein des membres de l'OPEP, parce que parfois on a vu qu'il y avait justement des frictions entre certains membres de l'OPEP qui ont fait que c'était un petit peu plus difficile de se positionner sur le pétrole. Alors, ce qu'on voit là dans l'immédiat, en revanche, ce que je pourrais montrer rapidement sur des éléments techniques qui fonctionnent, bon, je vais vous en montrer juste un parce qu'on n'aura pas le temps. Ici, si on regarde ce qui s'est passé en 2014, pourquoi je dis que c'est très intéressant? Pour deux raisons. D'abord, on a eu ce qu'on appelle nous ici un biseau, un wedge, c'est-à-dire une zone de compression des cours, à l'intérieur desquels les cours sont de plus en plus étouffés, justement ce qu'on appelle un biseau d'étranglement. Et au moment où les cours s'affranchissent de ce niveau à la baisse, bah, il y a une très forte accélération baissière derrière. Bon, là, pour le coup, elle a été quand même très violente. Ce qui est très intéressant de voir ici, en fait, c'est la chose suivante. On a une première phase de baisse très violente. Je me souviens très très bien à l'époque de gens, de clients, de gens du domaine de la finance, d'analystes qui disaient que bon là quand même, on était déjà très très bas. Et quand on a commencé à rebondir ici, quand on est repassé jusqu'à 70 dollars à peu près, on commençait à se dire bon bah ça y est, on a digéré la baisse, on est reparti. Nous, ce qu'on avait dit très très précisément quand on était à l'intérieur du drapeau, ici on avait dit attention, on est dans un drapeau. Tant qu'on n'est pas sorti du drapeau dans un sens ou dans l'autre, on peut rester prudent. Et si on en sort à la baisse, en revanche, il va falloir être très prudent. Bon. Et là, on en est sorti à la baisse. Et je voulais juste montrer ça parce que c'est quand même assez frappant. Le calcul théorique du report d'un drapeau, en fait, voilà, tu vois, j'ai dupliqué, hein, c'est-à-dire que j'ai pris Hmm. exactement la même amplitude. Bah, en fait, tu reportes ce qu'on appelle le mât du drapeau, c'est-à-dire l'amplitude de la vague qu'il y a eu avant l'entrée dans le drapeau. Là, pour le coup, c'est une vague de baisse, puisqu'on est dans un drapeau haussier. Et on reporte sur le haut du drapeau et on voit que, allez, à 1 dollar près peut-être, on avait le moyen de calculer un objectif de baisse sur le pétrole. Et ce qu'on avait fait nous à l'époque, et il y avait quand même pas mal de monde qui pas nous riait au nez, mais disait mais n'importe quoi, tu peux pas emmener le pétrole à 27 dollars, etc. Donc maintenant, ça c'était juste une parenthèse pour montrer l'efficacité qu'on peut avoir en termes techniques. Alors justement, parlons-en de ça. Parce que pour le coup, là, on est dans une situation qui commence à être un petit peu floue, même d'un point de vue technique. Là, on a depuis quelques semaines, effectivement, les cours du Brent qui se reprennent. Pour autant, moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va pouvoir reprendre une tendance haussière sur les cours du pétrole. Moi, je me méfierais beaucoup déjà de cette zone-là. Il faudrait qu'on puisse la réintégrer avant d'envisager un potentiel plus intéressant. Parce qu'on est quand même sorti d'un triangle ici, après une phase de baisse. Bon, Oui, on est sorti vers le bas. on est sorti vers le bas, donc c'est censé être un signal plutôt baissier. Et puis, on est quand même dans ce que dit le flou artistique. On voit, je sais plus, tu m'as donné la performance du pétrole en 2024. C'était, je pense qu'on Moins n'était 3. pas, voilà, -3. Donc, qui dit -3 dit quasiment pas de performance, entre guillemets. En gros, on est resté quasiment au même niveau à la fin de l'année qu'au début. Et puis, on voit très facilement ici sur le graphe qu'on n'avait pas de tendance sur le pétrole. On n'a pas l'impression, comme sur l'or, qu'on avait monté.
On n'a pas l'impression non plus qu'on s'est cassé la figure. Donc, on était voilà, dans des phases de tergiversation euh, assez marquées. Je pense que ça va continuer comme ça dans un premier temps. Et après, on va mettre, nous, ce qu'on appelle des balises. Donc, si on arrive à repasser au-dessus des 85, là, ça commencera, allez, même avant les 85, peut-être autour des 83, 84, ça commencera à devenir des zones intéressantes pour se dire, bah, effectivement, on a un potentiel haussier qui va être intéressant. En revanche, si on n'arrive pas à dépasser cette résistance-là et qu'on commence à repasser en dessous, aller sous les 70, 71, là, pour le coup, il faudra être très prudent et envisager plutôt un potentiel de baisse. Pour l'instant, on est vraiment entre les deux et je pense on va pas avoir de tendance très marquée dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas vraiment passé une de ces deux bornes, en fait. Donc, on est ce que nous on appelle dans une zone grise, à l'intérieur de laquelle on ne va pas se prononcer ni dans un sens ni dans l'autre. Donc on reste plutôt attentiste sur le pétrole parce qu'on a, pour l'instant, on n'a pas vraiment de tendance franche qui se dessine. On est plutôt dans une période d'hésitation. Oui, moi, je Euh, préfère rester ouais. attentiste. Ouais. Ok, donc là, on ne se prononce pas hein, sur le pétrole par rapport à l'année à venir. On jette un œil du côté de l'euro-dollar, du côté des devises, Hmm. avant de terminer donc sur les crypto-monnaies, qu'on verra dans un instant. Mais avant, juste un petit focus sur l'eurodoll, avec ce qui Alors, s'est passé cette année sur oui, l'euro-dollar, et oui, notamment avec ce alors qui l'euro, risque de se passer aussi par rapport à l'élection. Quelles oui, sont alors oui, les conséquences possibles sur cette année à venir? alors l'eurodoll. Alors l'eurodoll, déjà, on voit aussi qu'on a un canal assez intéressant. Bah, alors là, c'est un canal depuis 2008, hein, mais c'est un large canal de baisse qui, pour l'instant, en tout cas, a contenu régulièrement l'évolution de la paire euro-dollar. Bon. On voit aussi à l'intérieur de ce canal autre chose d'intéressant, c'est quand même un canal baissier, hein, même si c'est pas un canal très pentu, mais c'est quand même un canal baissier. Et on voit à l'intérieur de ce canal que les phases de baisse, si tu veux, sont quand même beaucoup plus marquées, beaucoup plus franches. Là, on en a une, ici, tac, on en a une ici aussi, et on en a une ici. Alors que les phases de hausse sont un peu plus poussives la plupart du temps. Elles Mm. alternent un petit peu. Donc là, on est un peu dans le même cas. On a une phase de hausse. On n'a pas réussi à revenir sur la bande supérieure du canal. Et puis, à l'inverse de ce qu'on a vu sur l'or, par exemple, ou qu'on verra tout à l'heure sur Bitcoin, on avait une boîte ici, latérale, hein, à l'intérieur de laquelle l'eurodoll évoluait, et puis il est sorti à la baisse de cette boîte. Techniquement, là, on a pour l'instant, on ne peut pas être très positif. Alors, quand je dis sur l'eurodoll, sur le graphe de l'eurodoll, c'est-à-dire en gros, on ne peut pas être encore très positif sur l'euro par rapport au dollar. Bon. Euh, on voit malgré tout que sur le RSI qu'on arrive dans une zone de survente. Bon, est-ce que c'est pour l'instant tout de suite révélateur d'un rebond à venir immédiatement? Pas forcément. On voit ici, par exemple, qu'on était sur la zone de survente, tu vois, ce qu'on appelle du backtesting, c'est-à-dire qu'on regarde dans le passé. Est-ce que quand le RSI arrive sur cette zone, est-ce que les cours commencent à repartir à la hausse? On voit très bien ici, par exemple, que les cours étaient déjà survendus sur le RSI, qu'ils ont continué de baisser pendant toute cette période-là. Donc moi, Tu j'ai sais, pas Marc, d'éléments. je vais te poser une question, je me permets de te couper, hein, que tout le Oui, monde bien se sûr. pose aujourd'hui. C'est au final, est-ce qu'on va repasser sous la parité? Ah, la parité absolue. Oui, alors Ouais. là, techniquement, moi, je pense que oui. Et il y a autre chose aussi que je voulais signaler par rapport à ça, c'est qu'on parle très souvent de niveau psychologique. J'entends très souvent ça. Ah, ben là, on est, je sais pas, je dis au hasard, hein, on est sur les 10 000 sur le DAX, on est sur les 5 000 sur le CAC. Bon, j'ai souvent entendu ça. Il faut faire très attention à ces On niveaux-là. l'entend encore, Moi, hein. pour moi, ils sont pas du tout révélateurs. Je fais pas énormément foi de ces niveaux. De temps en temps, si je peux voilà, les corréler à d'autres niveaux qui vont m'intéresser sur des bornes de canal, sur des ratios de Fibo, de canaux, etc. Oui. Mais là, par exemple, prenons le niveau de la parité absolue, qui est là, ici, sur cette ligne rouge Mm. ici. Voilà. Donc, je vais vous la remettre ici en plus long. Donc, ça, c'est le niveau des 1 pour 1. Okay, si on regarde ce niveau-là, est-ce qu'on a l'impression que c'est atteint un niveau clé? Non, on est passé en dessous assez facilement, on est revenu au-dessus assez facilement. Donc moi, pour moi, c'est pas un niveau qui va être significatif d'un arrêt, d'un rebond par exemple quand on est au-dessus ou d'une résistance quand on est en dessous. Maintenant, si tu me demandes si on va revenir dessus, oui, je pense qu'on va revenir dessus et je pense que le trend de l'eurodoll va être en 2025 plutôt baissier, c'est-à-dire aussi en dollars, baissier en euros. C'est comme ça que moi je vois les choses d'un point de vue technique.
on a enfoncé trop de niveaux de support maintenant pour envisager une reprise à court terme. Donc plutôt un Donc moi, euro-dollar baissier sur l'année à venir. ouais. Maintenant, La est-ce que paire Trump va vouloir euro-dollar. un dollar fort, dollar Trump? Bon, ça va dépendre de quand même plusieurs éléments, mais je pense effectivement que le dollar va continuer de s'apprécier face à l'euro en 2025. Oui. Alors justement, la transition est toute trouvée, notamment donc par rapport à l'euro-dollar. Par rapport à un des enjeux également majeurs sur l'année à venir, c'est les crypto-monnaies, notamment avec Mhm. le Bitcoin, donc qui avait dépassé le niveau des 100 000 dollars, qui est repassé dessous là, ces dernières 24 heures. Donc je mets à l'écran la performance sur l'année. Donc BTC, on est à plus de 121%. Bon, on va pas forcément parler des autres projets, Mhm. même si certains sont souvent repris comme Solana par exemple, comme Ethereum bien sûr, Cardano. Alors le Dogecoin bien sûr lié à À notre Trump, ami à Musk, Elon oui. Musk, voilà. Ouais. Mais si on s'attarde plus sur le Bitcoin, donc plus Oui. 121%, on a un effet Trump aussi par rapport à cette évolution, à ce seuil des 100 000 dollars. Est-ce que ça va continuer? Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est persuadé que oui. On parle d'un niveau de 200 000 rapide, voire même de 1 million. Alors pas forcément sur cette année, mais en tout cas, c'est un niveau qui a priori devient euh, entre guillemets normal, qu'il est possible d'atteindre. Alors selon toi, Marc, est-ce que c'est possible? Je te laisse mettre Alors, le graphique du oui, Bitcoin à oui. l'écran. Je vais mettre le graphique. Alors, bon, on va d'abord regarder le graphique de long terme. Alors, est-ce que c'est possible d'aller jusqu'à 1 million? Euh, je vais te dire oui, c'est possible. Là, à très court terme, je ne sais pas. Mais je pense que sur les crypto-monnaies maintenant, euh, et le Bitcoin en particulier, il n'y a plus grand-chose qui semblerait vraiment impossible. Parce que ça fait un moment qu'on le dit, qu'on dit oui, mais non, c'est pas possible. Et il y a quelques années, si on avait fait un webinaire ensemble et qu'on avait dit bah, le Bitcoin à 100 000 dollars, il y a pas mal de gens qui auraient dit mais non, c'est pas possible, faut pas exagérer, etc. Donc à chaque fois, Tu peux partager l'écran, Marc, hein. Pardon, hein. je l'ai pas partagé encore. Non, Pardon. Bah, à chaque fois, j'oublie quand tu as repris la main, donc ouais, donc tu fais bien de me le dire à chaque c'est pas fois. grave. Voilà. Donc là, ici, effectivement, on est sur le graphique de long terme et on voit que le Bitcoin effectivement, a encore battu des records. Là, pour le coup, totalement, sur ce que tu disais, autant sur les indices américains, on ne pouvait pas prononcer de cette façon-là, surtout vu le timing. Mais là, sur l'élection de Trump, voilà, là, j'ai mis un cercle vert au moment justement où on a annoncé la victoire de Donald Trump. Là, on voit que sur la cryptosphère en général, là, on s'est focus sur le Bitcoin, mais tu peux regarder absolument tous les projets majeurs en crypto à partir de l'élection de Trump, tout a explosé. Maintenant, techniquement, encore une fois, tu vois, à nouveau, on a ce phénomène-là, c'est-à-dire on est dans une boîte, ok, on évolue à l'intérieur de la boîte avec une zone de résistance, une zone de support, et puis on sort de la boîte et paf, on reporte la largeur de la boîte ici. Alors que ça corresponde aux 100 000, très bien, moi ça me va. Ça prouve encore que on peut même techniquement avoir voilà, des indications qui peuvent être à l'encontre de ce qu'on pourrait dire d'un autre point de vue. Là, pour le coup, il se trouve que le calcul technique théorique de la sortie de boîte, bah, ça tombait bien parce que ça tournait effectivement autour des 100 000. Donc on avait d'autant plus de raisons, parce que là, je te parlais tout à l'heure des niveaux psychologiques. Bon, là, pour le coup, les 100 000, ça a joué pour le moment. En tout cas, ça n'a pas encore engendré une reprise baissière, mais ça a engendré en tout cas une temporisation de la hausse. Euh, alors, oui, moi, je pense qu'il y a largement encore du potentiel haussier sur le Bitcoin. Dire qu'il va aller même à 200 000 là, à très court terme, je,
Techniquement, ça me semble un peu difficile qu'il y ait aussi vite que ça. Enfin, 200 000, c'est quand même encore très très haut. Mais je pense qu'on peut atteindre les 120 000 en cours d'année sur cet actif-là, parce que peut-être que là, on est rentré quand même dans une petite phase de temporisation et qu'on va peut-être pas en sortir tout de suite, tout de suite. Je pense que Alors, l'effet, si tu veux, l'effet psychologique et même l'effet concret, l'effet ouais. concret palpable de Trump, il est quand même déjà énormément dans les cours. Parce Alors, que justement, Marc, par rapport à ça, moi j'ai deux questions. Des questions aussi qu'on a régulièrement de la part de nos clients. Est-ce qu'aujourd'hui, la première, c'est est-ce qu'aujourd'hui il faut avoir du Bitcoin dans son portefeuille? Et est-ce qu'aujourd'hui on peut trader le Bitcoin un peu comme on trade une action ou ok, un indice? alors bon, alors la première question, la réponse est très délicate. Pourquoi? Parce que moi, je veux pas engager, enfin pas ma responsabilité. Moi, je pense effectivement que avoir du Bitcoin en portefeuille, de façon générale, c'est pas. Si on a les moyens de mettre un montant sur le Bitcoin sans en avoir forcément besoin, On peut le décimaliser, hein. On n'est pas obligé oui, d'acheter des briques de 100 000, hein. ouais, heureusement, heureusement. Mais tu vois, par exemple, bon là pour l'anecdote, quand tu penses au niveau du Bitcoin à son démarrage, bon, il fallait y croire, hein, mais des gens qui auraient cru très vite à ce truc-là, bon, les frères Winklevoss, qui sont les jumeaux d'Harvard, là, Mm. qui avaient intenté un procès à Zuckerberg sur Facebook, Et on tout procès qu'ils ont réinvesti gagné dans le d'ailleurs. Bitcoin à l'époque. En fait, c'est les premiers milliardaires en Bitcoin, Mm. les frères Winklevoss. Donc, eux, ils ont eu le nez creux. Bon, ils sont pas complètement idiots non plus. Donc, forcément, c'est un actif qui fait envie parce que il a une volatilité telle que, tu vois, on a vu là, je sais pas, 120% sur l'année. Bon, il y a que Nvidia qui a fait aussi bien, voire mieux, bon, à part deux autres valeurs américaines. Donc oui, je pense que de ce côté-là, on peut se dire que c'est pas complètement idiot d'avoir du Bitcoin en portefeuille. Maintenant, tu m'as dit ensuite, est-ce qu'on peut trader le Bitcoin Est-ce qu'on comme traite, une voilà, action? est-ce qu'aujourd'hui le Bitcoin est devenu en quelque sorte une valeur mainstream et est-ce qu'on peut le trader désormais un peu comme une valeur classique? Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, il a gardé je dirais, cette perception d'une valeur justement qui n'est pas perceptible, de quelque chose qui n'était basé sur rien. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment traiter le Bitcoin voilà, comme un actif classique? Selon Alors, toi, hein, c'est pas oui, là oui, aussi, hein, oui. c'est pas forcément un avis tranché. La réponse est oui et non dans ce sens-là. Le oui, c'est que je pense que maintenant, de toute façon, si tu veux, euh, j'allais dire, qu'est-ce que ça veut dire de traiter à partir du moment où tu as un actif qui est coté en bourse, eh ben, il va avoir un prix d'achat, un prix de vente, et il va avoir une évolution que nous, analystes techniques, on matérialise par un graphique. Donc à partir de ce moment-là, on peut, entre guillemets, tout traiter, enfin tout trader, tout envisager. Si tu veux, Euh, le, en soi, aujourd'hui, le- ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il a une vraie légitimité du côté justement de l'investissement? Est-ce qu'il est euh, légitime ou est-ce qu'il est encore Ah, considéré tu un veux peu dire, comme un outil de... est-ce que ce côté un peu, cette zone d'ombre, ce côté un peu Voilà, exactement. flou, de se dire, bon, où est-ce qu'on en est bon. Alors moi, je suis pas un spécialiste de la crypto-monnaie. Je m'y intéresse forcément, et bon, de plus en plus, comme tout le monde, et ça fait quand même partie de l'univers de mon métier, puisque voilà, parce que Mhm. c'est quand même des actifs qui sont cotés. Euh, Alors mais je justement, suis pas voilà, un c'est ça, spécialiste. c'est sans être un geek, je dirais, dans la crypto et uniquement dans la crypto. Voilà, c'est juste avoir ton point de vue à toi en tant Alors, qu'analyste. moi, je trouve que la crypto fonctionne quand même relativement bien d'un point de vue technique aussi. Donc, et d'ailleurs, il y a pas mal hein, d'analyses techniques sur la crypto, parce que c'est quand même un- j'allais dire une classe d'actifs, si on peut appeler ça comme ça, qui est quand même beaucoup plus difficile à appréhender, en tout cas, comme tu dis, pour le mainstream, d'un point de vue fondamental. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont positionnés sur de la crypto et qui ne seraient pas capables d'expliquer les projets qu'il y a derrière, qui ne seraient pas Ouais. capables d'expliquer ce que c'est que la blockchain, etc. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est un côté un peu très attractif parce que, justement, un potentiel quand même assez fort, avec une volatilité très forte. Donc, il faut aussi faire attention. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il ne faut pas que l'argent qu'on investisse en crypto puisse être un argent dont on peut avoir besoin ou qu'on aimerait pouvoir récupérer facilement parce que
il faut pouvoir tenir sur la durée. Maintenant, j'allais dire, des effets de plus court terme, je sais qu'il y a, par exemple, chez IG, on a une gamme sur la crypto au niveau des CFD déjà qui est large, et il y a également des turbos qui ont été émis chez vous sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est pour moi notamment le fait que ça donne accès à de la crypto sans être obligé d'avoir un compte crypto, d'avoir un compte wallet, etc. Parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont un peu peur de ça, hein, qui disent oui, je sais pas, moi, je suis pas très chaud voilà, j'ai peur, peut-être, j'ai vu qu'il y avait des histoires où on avait perdu une clé, où il y avait du hacking qui avait fait que, bon, là, on peut avoir accès, c'est-à-dire se positionner sur le marché de la crypto à travers des produits qui vont être cotés en euros et à travers un compte classique sans être Classique, obligé. oui, en Voilà, effet. donc ça, c'est aussi Sans quelque être chose obligé de détenir physiquement la crypto. Ça vous permet voilà. d'investir sur les différentes cryptos avec un effet de levier, néanmoins. Oui, alors Même faites si l'effet de attention levier sur les cryptos, sur la l'effet de levier est crypto. quand même très faible, hein. Ouais, il faut. D'ailleurs, c'est très bien qu'il soit faible parce que en soi déjà, le levier à l'intérieur même de la crypto, il est déjà assez conséquent. Ouais. Mais donc, il faut des petits leviers. Maintenant, sur un petit levier de x3, x4, t'imagines bien que quand tu prends 30%, ça peut monter très très vite. Ça peut aller très vite, mais ça peut aller très Mais vite dans il les faut deux faire sens, en attention que effet. ça, oui, absolument. Il faut faire très attention. Ça peut aller très vite exactement dans les deux sens. Ok, donc là sur le Bitcoin, donc on reste plutôt positif. Oui. Malgré tout, il faut quand même Oui, alors rester là, extrêmement vigilant. Ouais, dis-moi. sur l'ensemble de ce qu'on a vu quasiment, moi, je pense qu'il faut être prudent en début d'année. Et comme tu dis, peut-être attendre un peu. De toute façon, si on est déjà investi, je pense qu'on peut rester. Si on n'est pas encore investi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre, parce qu'on a quelques signaux là pour l'instant qui sont des signaux plutôt correctifs. Il faut attendre d'avoir justement un contre-signal, quelque chose qui va nous donner des indications de retour potentiel de la hausse, plutôt que d'essayer. Il y a une erreur qu'il faut surtout pas faire, que beaucoup de gens font, et je le vois parce que moi j'organise un concours de trading tous les ans, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle d'acheter des bottoms ou de shorter des tops. Autrement dit, de se dire, voilà, on n'a pas encore de signaux de retournement baissier, mais on a envie de shorter parce que justement on est très haut et qu'on a envie d'être le devin, celui qui a shorté dans le meilleur timing, ou inversement, un marché qui baisse et se dire, ah moi je vais racheter ce marché. Non, il vaut beaucoup mieux rentrer dans un timing peut-être un peu moins intéressant, mais avoir un peu plus de, de confirmation de changement de tendance, plutôt que d'essayer sans arrêt de se dire, ah non, je vais acheter là, même si ça baisse, parce que je pense que ça va plus baisser. En effet, il faut se tenir à des stratégies, je dirais saines, préétablies et garder son plan de trading en tête. Ah, ouais, ça c'est très important. Je vous ai mis à l'écran les différents moyens pour nous suivre, nous contacter. Avec Marc, d'ailleurs, on a signé un partenariat. Marc va proposer donc des idées de trading très prochainement, là sur CFD et sur Turbo, puisque nos turbos s'étaient mis en pause par rapport à l'émetteur du turbo. Donc on va continuer à proposer des turbos là à partir de mi-janvier. Donc vous pourrez retrouver Turbo et CFD. Et Marc, donc tu vas nous concocter des idées de trading sur différents sous-jacents Oui, alors régulièrement. il y a deux choses qu'on fait avec vous cette année. Il y a, à l'image de ce qu'on faisait l'année dernière, mais là de façon peut-être un peu différente, mais pas un peu assez pertinente. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse sur le sous-jacent directement et on va donner des références de turbo qui peuvent, sur lesquelles on peut se positionner par rapport à l'analyse en question. Il y aura plus la fiche produit comme on l'avait cette année où on va donner tout, parce que en fait l'idée c'est de dire voilà, je donne un exemple, hein, on est aussi sur Total par exemple, vous pouvez vous positionner sur Total via ces turbos-là ou via votre compte CFD si vous voulez prendre un CFD. Voilà, donc ça va être le flux continu que nous on va animer avec vous. Et puis on a mis aussi autre chose en place, ce qu'on appelle un weekly, c'est-à-dire que tous les débuts de semaine, donc le lundi, on va envoyer un weekly à l'intérieur duquel on va avoir trois sous-jacents qu'on va choisir nous, sur lesquels on pense avoir une vision intéressante à court terme pour le coup, on va dire sur 2 semaines, quelque chose comme ça. Ces sous-jacents seront uniquement indices, matières premières, devises ou crypto.
il n'y aura pas des actions dans ce weekly. Les actions, elles, seront incluses dans le service, j'allais dire, permanent, L'idée de trading, régulier, oui. voilà, trading, voilà, qui, lui va englober toutes les classes d'actifs. En revanche, sur le weekly, on a mis en place quelque chose où on a décidé de justement de se mettre vers des actifs plus larges qui peuvent intéresser aussi d'un autre point de vue, peut-être plus de monde que des actions au cas par cas. Je vous ai mis à l'écran d'ailleurs le lien pour aller vous abonner aux idées de trading. C'est complètement gratuit. C'est ouvert à tous, que vous soyez client ou pas client IG. Vous y avez accès. Donc, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site d'IG, aller dans la rubrique Actualité et abonnement aux idées de trading. Vous laissez simplement votre adresse mail et dès qu'une idée est publiée, vous la recevez donc directement dans votre boîte mail. J'avais une question qui a été posée dans le chat. C'est en général, faut-il supprimer les données du week-end des graphiques? Alors là, je pense que c'est une question qui est posée sur la crypto directement. C'est Bah, parce possible, que en fait, ça n'a pas été précisé, mais oui, oui, puisque bah, la c'est pas. question a été posée vers Non, la mais de toute fin, façon, en effet. c'est très simple, hein. Il y a que la crypto qui compte en permanence, qui cote en permanence, même le week-end. Alors moi, non. Moi, j'estime qu'un graphique doit être, enfin, même j'affirme qu'un graphique doit être pris dans son intégralité et puis puis entre nous, ça ferait pas grand-chose de supprimer 2 jours à chaque fois sur 7 d'un point de vue graphique. Ce qui serait intéressant que j'ai jamais essayé de regarder, c'est de voir, ah, tiens, ce serait peut-être intéressant qu'on regarde ça, de voir si il y a une différenciation les week-ends en termes de volume, en termes de volatilité, etc. Est-ce que les gens sont plutôt plus actifs parce qu'ils ont plus de temps, etc. Ça, j'ai pas regardé. Mais si c'est d'un point de vue graphique, il faut absolument tenir compte des week-ends exactement comme du reste de la semaine. Donc, on garde toutes les données. Voilà, c'était la conclusion de ce webinaire. Marc, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup Je également t'en prie, pour merci à toi. tes explications sur les différents sous-jacents et notamment par rapport à ce que l'on peut attendre sur l'année 2025. Vous retrouverez l'intégralité de ce webinaire en vidéo en replay dans la rubrique IG Academy sur le site, là aussi accessible à tout le monde. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire, peut-être avec Marc également la prochaine fois. Voilà. En Ok. tout cas, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir participé. Merci Marc à nouveau. Si Eh tu veux ben, si, ajouter un petit merci à mot toi. pour la fin. Bah oui, oui quand même. Bah, n'hésitez pas effectivement à suivre les IDIG et même rester en contact avec nous. Si je pense que si vos clients, Christophe, ont des questions par la suite après coup qui veulent s'adresser à moi, bah tu me les feras suivre. On transmet. Restez prudent aussi. Oui, tu l'as dit à la fin, mais il faut faire très attention hein, quand on gère son argent, quand on veut aller vers des instruments plus volatiles avec des effets de levier par exemple ou de la crypto. Il faut rester quand même prudent, faire attention, ne pas y aller comme ça sur un coup de poker, sauf évidemment, alors ça regarde chacun. Hein. Si je dis, bah voilà, moi j'ai 2 000 euros, je m'en fiche, je veux bien les jeter, mais tiens, j'ai envie de tenter un coup de poker sur tel ou tel actif, ça vous regarde. Mais sinon, quand on veut le faire d'un point de vue sérieux, respecter aussi ce qu'on appelle son plan de trading, ne pas hésiter à couper ses pertes. Hein. Ça, c'est quelque chose que je dis régulièrement, ça fait partie de l'essence même de ce que nous on apprend en termes de trader professionnel. Ne jamais se dire, j'entends souvent, tu sais, dans le lieu commun, tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu, c'est complètement faux. D'accord. Donc ça, il faut faire très attention. L'espoir est l'ennemi du trader. Hein. Si vous êtes en mode espoir, Ah en général, c'est pas bon. ça c'est. Oui, d'ailleurs oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, quand on dit espoir, ça veut bien dire justement tout l'inverse de la conviction dans laquelle on peut être. Le Donc pas très vendu, pas attention. perdu. On a vu déjà pas mal de morts hein, dans le pas vu, Oui, pas perdu. oui. Et Donc pour en être très effet, franc, depuis les années 2000, il y a les traders particuliers sont majoritairement perdants. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait ça dans son coin, parce que c'est quelque chose qui, bah, c'est aussi un métier, hein, c'est pas uniquement un passe-temps ou un divertissement. la Même règle si j'ai même, d'or, même si oui, j'ai des clients qui me disent que bah, qu'ils aiment bien, et c'est normal, hein, qu'ils aiment bien l'adrénaline qu'il y a aussi dans cette façon-là de gérer son argent. Mais encore une fois, il ne faut pas mettre toutes ses économies dans un turbo ou dans un bitcoin. Voilà, exactement. Money management, la règle d'or. Money absolument. management, money management, money management. Merci Marc, Merci merci à Christophe. tous et à bientôt.
Bonne soirée. Merci. Au Ouais, revoir. au revoir.